Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonsoir à tous. Voyons tout de suite les points principaux de l'actualité de ce mardi. La Côte d'Ivoire et l'État israélien entretiennent de bonnes relations de coopération, des liens d'amitié qui unissent les deux pays depuis 1961. L'ambassadeur d'Israël en fin de mission sur le sol ivoirien a été reçu par le président Alassane Ouattara ce jour. Les épreuves orales du baccalauréat session 2019 ont démarré ce mardi. Des épreuves qui donnent le ton pour l'obtention de ce diplôme qui clôture les études du second cycle de l'enseignement général. Ils sont en tout plus de 273 000 candidats à frapper aux portes des universités et des grandes écoles ivoiriennes. Sénat ivoirien, l'heure est à l'élection des membres des commissions permanentes, des commissions qui jouent un rôle essentiel dans la préparation du travail législatif. Tous les sénateurs, à l'exception du président du Sénat, doivent faire partie d'une commission permanente. La prospère économie équato-guinéenne s'est effondrée avec les cours du pétrole. Les indicateurs ont viré au rouge avec des fermetures en cascade d'entreprises et un taux élevé du chômage. Comment cette économie s'adapte-t-elle aujourd'hui à ces nouveaux défis? C'est le sujet de EcoPlus ce mardi. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël, il en a été question lors de cette audience que le chef de l'État ivoirien a accordée à l'ambassadeur israélien en fin de mission en Côte d'Ivoire. Awa Touré. L'ambassadeur d'Israël, Dr Eli Ben Tura, quitte la Côte d'Ivoire après 4 années de mission. Le diplomate israélien estime au terme de sa mission avoir contribué au rapprochement des deux peuples et au développement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. C'était une réunion pour dire au revoir avant mon départ définitif de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a donné aussi l'opportunité de faire le bilan de notre activité ici pendant mon séjour. Et aussi, on a discuté comment renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, dans le domaine de l'économie, dans le développement, agriculture, etc. C'est en décembre 2016 que l'ambassadeur Eli Ben Tura a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Avec le Nigeria également, la Côte d'Ivoire a de bonnes relations. Le pays a lancé en février dernier les travaux de construction de son ambassade au Nigeria. Et cela conformément au projet du gouvernement ivoirien de doter ses représentations diplomatiques d'infrastructures qui leur soient propres. Viviane Aïman nous fait le point de ce projet 4 mois après son démarrage. La Côte d'Ivoire aura bientôt ses propres locaux pour abriter son ambassade au Nigeria. Sur un terrain de 8000 m² situé dans le prestigieux quartier diplomatique à Abuja, le nouveau bâtiment de l'ambassade de Côte d'Ivoire est en construction, voisine de l'ambassade des États-Unis, de celle du Canada, de la Serbie et de la représentation de l'ONU. L'ambassade de Côte d'Ivoire n'aura pas pâle figure, assure l'ambassadeur Koné Maman, épouse Touré, ambassadeur près le Nigeria et près la CEDEAO, qui, depuis le démarrage du projet, suit de près son exécution. C'est sur instruction du chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a souhaité qu'on construise un bâtiment, une ambassade à l'image de la Côte d'Ivoire. C'est un bâtiment classé au top site. Les travaux ont commencé le 17 mai 2018. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays de l'UEMOA et le deuxième pratiquement de la CEDEAO, voilà, en matière de développement. Donc on a le prestige et aussi nous serons dans un bâtiment sécurisé en matière de diplomatie. Lorsque vous avez un bâtiment prestigieux, la classe diplomatique, c'est dit que c'est un pays qui est développé, un pays qui est riche. Le plan prévoit un bâtiment principal de type R+2, constituant la chancellerie et comprenant à l'intérieur un ensemble de bureaux, une grande salle de réception et au haut du bâtiment un appartement présidentiel. Le chef d'État en visite au Nigeria pourra venir recevoir ses homologues et d'autres autorités au sein de l'ambassade ici. Une annexe pour la délivrance des pièces administratives
et de grands espaces verts. Construit entièrement en béton, le maître d'œuvre est l'entreprise Bouygues. 150 ouvriers sont mobilisés pour la réalisation de l'ouvrage, dont le coût total s'élèvera à 6,435 milliards de francs. Un investissement qui permettra à l'État de Côte d'Ivoire de réaliser des économies à long terme. Il faut dire qu'on payait beaucoup d'argent pour la location des locaux de l'ambassade. Et chaque année, le propriétaire venait augmenter. Puisqu'il sait que c'est une mission diplomatique, nous ne pouvons pas déménager à tout moment. Le gros œuvre étant terminé, les travaux de finition vont démarrer à partir du mois d'août. L'ambassadeur Koné Maman, épouse Touré, nourrit l'espoir de voir l'ouvrage inauguré officiellement par le président de la République lors de son prochain déplacement à Abuja au mois de décembre pour le sommet de la CEDEAO. Sur le sol ivoirien, nous sommes en plein dans la période des examens de fin d'année scolaire. Les épreuves orales du baccalauréat 2019 ont démarré ce mardi 2 juillet. 273 242 candidats s'expriment en français et en anglais, en plus de l'espagnol ou l'allemand. Salimata Dia. Les communes de Port-Boué, Koumassi ont enregistré des candidats aux épreuves orales du baccalauréat général session 2019. Dans les centres 1 et 2 du lycée moderne de Port-Boué, les candidats ont débuté les épreuves de français et anglais dans la sérénité. Le test que le professeur a choisi pour moi était un test déjà étudié en classe. Donc ça a été plus facile pour moi d'aborder et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. C'était un coup de chance parce que le test même que je connaissais, en fait, je suis tombé là-dessus et j'ai eu à m'en sortir. Les responsables des différents centres visités rassurent du bon déroulement des épreuves. C'est réparti en jours. Aujourd'hui, c'est l'anglais et le français. Demain, les enfants compétiront en allemand et puis en espagnol. Les enfants passent selon les disciplines et puis les salles. Il n'y a pas de problème pour le moment. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Cependant, il y a quelques interrogateurs qui sont absents. Cela n'a pas eu d'incidence sur le déroulement général. On pense qu'ils sont en retard, qu'ils vont revenir. Au niveau des candidats, ils sont pratiquement tous là. Ils sont 273 242 candidats répartis dans 441 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. 441 centres de composition donc dans tout le pays, dont Bouaké, la capitale de la région de Gbeke. Ils y sont plus de 11 000 à frapper aux portes des universités et grandes écoles. Makorian Doumbia et Kader Sogodogo. Lycée moderne TSF Bouaké. Un élève dans une salle de classe répond aux questions d'un examinateur. Cet interrogatoire signe le début des épreuves orales du baccalauréat session 2019. Je me suis bien préparée. Bon, quand souvent on le dit en D, souvent on essaie de négliger l'anglais, mais je me suis préparée comme il le faut. Et je crois que ce que j'ai fait, quelque chose de bon va sortir. Pour les examinateurs, le niveau des candidats est assez bien. Notre satisfaction, ce n'est pas que les enfants vont répondre à tout ce que vous allez dire, mais le fait déjà de s'efforcer de vouloir dire quelque chose en anglais, ça nous suffit. Voilà. Et on sent que les élèves sont bons, ça passe. Le niveau est acceptable. Les épreuves se déroulent bien selon les responsables de centre. Franchement, il n'y a rien à signaler. Bon, tout se passe bien et on espère que jusqu'à la fin, tout va continuer tel. Et nous les encourageons tous. Les épreuves écrites des examens sont prévues pour le lundi prochain, et ce, durant 5 jours. Les résultats sont attendus pour le 27 juillet 2019 aux alentours de 15 h. Direction Moscou en Russie pour l'ouverture du 2e forum international sur le développement du parlementarisme. Ce forum réunit des parlementaires de 132 pays dans la Côte d'Ivoire et il s'agit pour eux de rechercher des solutions législatives efficaces et aussi des réponses adaptées aux défis actuels. Envoyé spécial à Moscou, Herman Guivet. Moscou, capitale de la Fédération de Russie. À bord de ce bus, la délégation ivoirienne, direction le centre commercial Al-Krashnaya, Prechnia. Le World Trade Center, version russe. Plus de 132 pays, des centaines de participants des délégations qui continuent d'affluer. La conférence internationale pour le développement du parlementarisme s'ouvre dans une quinzaine de minutes. Le président du Sénat ivoirien, en tête de la délégation, entame sa série d'activités. Avant même l'ouverture de la conférence, il reçoit, en marge de celle-ci, certains présidents d'institutions, tous venus prendre part
Au forum, sur le chemin de son entrée en salle, il rencontre quelques visages connus. Ouverture du forum, le président de la Douma d'État russe, Vyacheslav Volodine, rappelle la nécessité pour les participants de constituer une base législative en vue de la protection de leur souveraineté. Puis c'est au tour de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, de rappeler le rôle important de la diplomatie parlementaire dans le développement des liens d'amitié entre pays et l'importance de ce type d'événement. Tour à tour, à la chaire, tous rappelleront l'importance de ce rendez-vous dont la Côte d'Ivoire est témoin via sa délégation. Le Parlement de Côte d'Ivoire, à travers le Sénat, a été invité à participer. Et les problèmes réels qui ont été abordés, la sécurité, mais aussi la diplomatie parlementaire, comment, à travers la prise en compte des préoccupations et des besoins des populations et à travers la législation, les textes qui sont votés, les parlements peuvent contribuer à lutter contre les fléaux, la cybercriminalité. Avec les expériences diverses, nous nous sommes retrouvés pour pouvoir discuter et proposer des textes conséquents qui prennent en compte la liberté individuelle, mais aussi le développement. Le 3, ça sera une journée consacrée essentiellement à l'Afrique, où nous allons parler des relations à plusieurs niveaux entre la Russie et l'Afrique, les parlements russes et l'Afrique. Un sommet de haut niveau est annoncé pour le mois d'octobre à Sochi, où tous les présidents africains viendront pour voir en quoi nous pouvons établir de nouvelles relations avec tous ces pays qui appartenaient à ce qu'on appelait le bloc de l'Est et la Russie qui est leur leader. Occasion pour le président du Sénat ivoirien de nouer de nouveaux contacts. Le forum abordera également des sujets comme la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la lutte contre les fake news, la guerre des médias, autant de sujets que la délégation présente ici, à Moscou, en Russie, suivra avec attention. Et on quitte Moscou pour Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, où le Sénat est réuni pour l'élection des membres des 6 commissions permanentes. Cela après la mise en place la semaine dernière des différentes commissions de l'institution. Abdoulaye Koné. Il y aura 16 sénateurs pour chacune des 6 commissions permanentes du Sénat ivoirien, avec un bureau composé de 7 membres chacun. C'est la commission des affaires économiques et financières qui sera la première à ouvrir les hostilités le 4 juillet prochain à Yamoussoukro. Déjà dès jeudi, nous rencontrons le ministre, le secrétaire d'État chargé auprès du Premier ministre chargé du portefeuille de l'État pour nous présenter, disons, le programme triennal. Nous abordons le programme social du gouvernement, qui est la priorité du gouvernement. Donc nous allons nous atteler à ça et essayer d'appuyer, d'encourager et de supporter le programme du gouvernement. Des parlementaires mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui les attend. Les défis sont énormes et nous allons les relever avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'efficacité surtout. Même son de cloche pour la vice-présidente du Sénat, la sénatrice du Bafing a exprimé toute sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux. Nous sommes vraiment heureux de reprendre les travaux. On a attendu et aujourd'hui, c'est chose faite et nous sommes très contents. Nous sommes prêts pour recevoir toutes les lois qui sont en cours d'être votées ou qui sont votées, qui doivent venir vers le Sénat. Nous sommes prêts pour le travail. Les conditions de l'établissement de la navette parlementaire sont donc déjà en place. La liste des commissions permanentes sera transmise au secrétariat général du gouvernement aux fins de publication au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ce mardi également, la commission économique de l'Assemblée nationale a ratifié 2 ordonnances. L'une relative à l'identifiant unique pour l'immatriculation des entreprises et l'autre sur le nouveau code des investissements. Francis Boifo. Les difficultés liées à son application en 2015 ont amené le président de la République à prendre une ordonnance pour la modifier en 2018. L'immatriculation d'une entreprise au registre du commerce
et du crédit immobilier, au fichier des contribuables de l'administration fiscale, au registre des employeurs de la CNPS et au registre des opérateurs du commerce extérieur donne désormais lieu à un identifiant unique. Cette ordonnance a été ratifiée mardi par les députés de la Commission économique. Nous allons lancer l'opération bientôt pour permettre aux entreprises existantes de venir donc se rématriculer et avoir leur identifiant unique qui va désormais leur être exigé dans tous leurs rapports avec l'administration. On a un fichier unique qui va être partagé par l'ensemble de l'administration, donc avec une meilleure transparence, une meilleure fiabilité et puis un meilleur suivi de nos entreprises en Côte d'Ivoire. Après cette séance de questions-réponses entre l'émissaire du gouvernement et les élus, la mesure gouvernementale portant code des investissements prise en 2018 a été également ratifiée. Nous avons apporté la notion du contenu local. Parce qu'aujourd'hui, valoriser la matière première, utiliser de la main-d'œuvre locale, la sous-traitance locale et surtout apporter des nationaux dans les capitales est un élément que nous voulons encourager et permettre donc aux nationaux de pouvoir être de plus en plus actifs dans les circuits économiques. Autre élément qui change, c'est des avantages en exonération à la catégorie 1 et des avantages qui correspondent à des crédits fiscaux en catégorie 2. L'objectif au total, c'est de pouvoir avoir une meilleure utilisation de la dépense fiscale et surtout une meilleure maîtrise de cette dépense fiscale. Pour Emmanuel Esmel Issis, l'amélioration de l'environnement des affaires permet à la Côte d'Ivoire d'augmenter le volume des investissements et booster ainsi son économie. Pour le dossier économie de ce mardi, nous vous proposons la destination Guinée équatoriale, aussi appelée le Koweït d'Afrique pour sa richesse en or noir, avec une économie fondée à 90% sur les recettes pétrolières. Mais l'effondrement des cours du brut a eu des conséquences drastiques. Arrêt de chantier de développement, départ en cascade d'entreprises étrangères, taux élevé du chômage. Comment le pays fait face aujourd'hui aux conséquences du choc pétrolier et comment son économie s'adapte-t-elle aux nouveaux défis? Cheikh Koné s'est plongé dans l'économie de ce pays d'Afrique centrale. La Guinée équatoriale est ouverte aux affaires pour que les hommes et les femmes de notre continent ainsi que d'autres parties du monde viennent, s'installent, investissent et se sentent en sécurité. Cet appel à l'ouverture du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Bassogo, lancé depuis la tribune de la 54e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Malabo, est une première pour ce petit pays d'Afrique d'une superficie de 28 000 km², longtemps resté renfermé sur lui. Hier, la Guinée équatoriale faisait partie des pays les plus pauvres, avec un statut d'économie purement agricole et forestière et une production pétrolière de 6 000 barils jour. Avec la découverte des puits de pétrole, la Guinée équatoriale est brusquement propulsée troisième producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne, avec une production journalière de 307 000 barils devant le Gabon et le Congo. Entre 2000 et 2013, les revenus du pétrole permettent au pays d'empocher un peu plus de 24 750 milliards de francs CFA. La Guinée équatoriale devient ainsi un pays riche grâce au pétrodollar et est classée au premier rang des pays africains détenant le produit intérieur brut par habitant le plus élevé, plus de 20 millions de francs CFA. Une période faste qui a permis à ce pays de moins d'1 million d'habitants d'asseoir son hégémonie en Afrique centrale. Les revenus du pétrole sont investis dans la construction d'importantes infrastructures économiques, dont des routes, des bâtiments administratifs, des projets sociaux et bien d'autres. Le boom pétrolier et les énormes investissements qui en découlent permettent au pays de maintenir une croissance économique supérieure à 20% de 1996 à 2002. Malheureusement, l'effondrement des cours mondiaux du pétrole à partir de 2014 va plonger la Guinée équatoriale dans une crise économique. Perte de plus de 27% des recettes pétrolières dont dépend à 90% l'économie du pays, baisse drastique de 29% du produit intérieur brut et pour ne rien arranger, selon les prévisions du Fonds monétaire international, les réserves pétrolières du pays devraient être épuisées d'ici à 2035. Moins de recettes pétrolières, donc moins de ressources budgétaires, donc moins d'investissements publics dans les projets d'infrastructure. Ultime recours, la diversification de l'économie nationale. On a vu que le pétrole, ça va terminer. Comme ça nous a montré, mais il faut aujourd'hui profiter de ce que nous avons. Nous avons déjà des infrastructures. Il faut développer le tourisme, l'agriculture.
tout est vert. En 6 mois, vous avez un plantain. Vous avez des macabots en 6 mois. Nous avons un territoire de 28,51 km², territoire terrestre, mais maritime, nous avons presque 345 000 km² de territoire maritime. C'est-à-dire que notre territoire maritime, c'est plus vaste. Ça veut dire que nous avons une recherche énorme sur la pêche. L'argent du pétrole se raréfie, mais les idées pour la diversification de l'économie foisonnent. Pour matérialiser sa volonté de réorienter sa politique économique, le 29 avril 2019, le gouvernement équato-guinéen organise la 3e grande conférence économique nationale portant sur la diversification de l'économie. Le secteur de la tourisme, l'agriculture, la pêche, les petites et moyennes industries, c'est-à-dire ce sont les secteurs que le gouvernement va essayer de travailler d'ici. On a fixé notre programme jusqu'à 2035. Faire de l'industrie touristique le moteur de cette diversification est la priorité des priorités. La création d'un ministère d'État en charge du tourisme en est la parfaite illustration. Nous sommes dans la diversification de l'économie. Et au secteur du tourisme, on a tout à faire. Il y a la volonté politique de faciliter l'accessibilité au pays. Pas seulement pour le tourisme, aussi pour les investissements, pour le secteur privé. Pour faciliter l'essor d'une industrie touristique, les actions se multiplient pour lever tous les obstacles, notamment les tracasseries policières, les conditions de délivrance des visas, le manque d'offres de loisirs et la cherté des destinations. Solliciter des initiatives privées locales voient de plus en plus le jour. Miguel Bilibi en fait partie. À 42 ans, après des études de comptabilité au Cameroun voisin, cet équato-guinéen décide de rentrer au pays pour participer à la relance de l'économie. Miguel est aujourd'hui à la tête d'un cabinet de consulting chargé d'assister et de faciliter les investisseurs étrangers intéressés à investir en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, l'État est en train de mettre des moyens en place pour pouvoir aider les jeunes Guinéens à s'investir dans l'agriculture. Et nous invitons également des personnes qui sont intéressées à venir le faire. Par exemple, nous avons l'huile de palme. Si nous avons des personnes qui peuvent investir dans l'huile de palme, c'est-à-dire faire des palmiers, des hectares de palmiers et la transformer, c'est quelque chose qui pourrait également aider le pays. Donc ceux qui veulent venir ouvrir les entreprises en Guinée équatoriale, qui se sentent libres, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir les protéger. Depuis son installation, Miguel a facilité la venue d'une 50aine d'entreprises étrangères. Il a ouvert en 3 ans d'exercice des filiales de son cabinet dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Sa prochaine destination, la Côte d'Ivoire. Je pourrais inviter tous mes frères ivoiriens de venir visiter la Guinée équatoriale, de venir voir. N'écoutons pas ce qu'on dit à la radio, à la télé. Venez vivre ça de près et vous serez vraiment surpris. Tous ceux qui veulent investir en Guinée équatoriale, venez. Nous sommes là. Le chef de l'État vous a rassuré que vous pouvez entrer dans le pays librement. Aujourd'hui, la diversification de l'économie équato-guinéenne avec des secteurs comme la pêche, l'agriculture et le tourisme permettra de redessiner la cartographie des investisseurs. Merci à Cheikh Koné pour ce sujet sur l'économie équato-guinéenne qui tend à se diversifier afin de refaire surface après l'effondrement brutal des cours du pétrole. Le pétrole fait aussi partie des richesses de la Côte d'Ivoire, tout comme le secteur minier qui se porte bien, mais qui est de plus en plus menacé par l'orpaillage clandestin. Le ministre des Mines et de la Géologie s'est rendu à Bébou, village du département d'Abangourou, et il a expliqué aux populations les dangers qu'elles courent en laissant les orpailleurs clandestins détruire leur écosystème. Herman Yamia. C'est un spectacle ahurissant qui s'offre aux visiteurs qui arrivent sur ce site. La recherche de l'or est en train de détruire petit à petit la forêt du village de Bébou et ses voisins. Nous sommes dans la sous-préfecture des Aranou, dans le département d'Abengourou. Dans cette localité, les orpailleurs clandestins se sont solidement installés. Ces derniers qui ont recours aux grands moyens ont déjà détruit plus de 200 km² de forêt. Et à n'en point douter, dans quelques années, si rien n'est fait, ils auront détruit toute la forêt et partant tout l'écosystème de cette région. Heureusement, la brigade de répression des infractions au code minier est intervenue et vient de mettre fin à leurs activités. Le ministre des Mines et de la Géologie, en se rendant sur ce site, veut non seulement s'imprégner des dégâts causés par ces orpailleurs clandestins, mais aussi prendre les mesures appropriées pour dissuader ces hors-la-loi. Il y a des fosses
qui vont jusqu'à 100 mètres de diamètre et qui ont de la profondeur. Heureusement pour la profondeur, ça ne dépasse pas toujours 5 mètres. Mais quand ça s'étend sur l'équivalent de 200 km², vous pouvez mesurer vous-même l'ampleur des dégâts. Donc nous sommes heureux du travail que fait la brigade sur ces différents sites pour nous permettre non seulement de freiner ce qui se passe, d'arrêter ce qui se passe, mais de nous donner l'occasion de veiller à ce que ces sites ne soient pas recolonisés. Après la visite du site, le ministre Jean-Claude Kouassi s'est rendu dans le village de Bébou pour s'entretenir avec les villageois. Il leur a expliqué les effets nocifs de l'orpaillage clandestin sur l'environnement et la santé de l'homme. Avec tous les trous qui sont creusés là et les pluies qui sont fréquentes ici, il y a énormément de maladies qui viennent derrière. En plus de ça, comme les centres d'orpaillage clandestin utilisent des espaces très réduits, il y a le cyanure, il y a le mercure qu'on prend pour sortir l'or, qui peuvent empoisonner n'importe qui à n'importe quel moment. Nous ne souhaitons pas ça pour vous. Le ministre des Mines et de la Géologie a invité les populations qui veulent pratiquer l'orpaillage à se regrouper en coopérative afin de bénéficier d'un agrément pour travailler en toute légalité. Dans le domaine de la pêche, la 7e édition du forum Corée-Afrique s'est ouverte ce 2 juillet. Une initiative coréenne lancée en 2010 avec pour objectif de soutenir le développement durable de la pêche en Afrique. Et pour la Côte d'Ivoire, il s'agit d'améliorer sa capacité de production de poissons et de produits halieutiques. Lansine Bakayoko. Cette rencontre entre les experts ivoiriens et coréens offre l'opportunité, à travers l'Institut maritime de Séoul, de mettre en place les bases d'une coopération solide dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. La Corée, c'est un pays qui sont très avancés dans le domaine de pêche et de construction navale. Nous avons accumulé beaucoup de techniques et des experts dans le domaine de pêche. Le dynamisme de cette coopération devrait se décliner en plusieurs points, à savoir les échanges de délégations de haut niveau, les échanges commerciaux, les constructions d'infrastructures et le renforcement des capacités des ressources humaines. Dans ce sens, l'organisation de ce forum en terre ivoirienne constitue l'acte inaugural d'une coopération étroite et fructueuse dans le domaine des ressources halieutiques. Elle vise surtout l'amélioration de la production aquacole et de la pêche par le renforcement de nos capacités de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dite pêche INN. Déjà, 3 projets ont été identifiés et sont en voie d'approbation par l'Institut maritime de Séoul. Il s'agit des projets de renforcement des capacités des acteurs de pêche dans le domaine de technologie des engins de pêche, de la systématique des poissons marins et de la maîtrise de logiciels de suivi des navires de pêche. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire importe du poisson de la Chine, demain, le pays envisage de produire du poisson avec la Corée. Le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire est en tournée dans les casernes. Lassina Doumbia s'est rendu au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Il y a échangé avec les différentes unités d'Abidjan et il a appelé ses hommes à plus de vigilance, à la discipline et à la cohésion. Abou Sanogo. Le chef d'état-major général des armées sur le plateau d'Akwedo. Une présence au 1er bataillon d'infanterie, pas pour s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces hommes, mais plutôt pour les féliciter et les encourager, selon le général Lassina Doumbia, pour leur conduite actuelle et leur engagement dans les missions qui leur sont confiées. Dans son adresse à la troupe, le chef d'état-major général des armées a invité ces hommes à la solidarité, à la cohésion et à la discipline. La solidarité fait partie des valeurs fondamentales des armées. Une armée où la solidarité n'existe pas ne peut pas atteindre d'objectifs.
Ce qui est important pour les soldats, quel que soit le niveau de technicité, d'abord la cohésion, la solidarité, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs. De plus, comme je le leur indiquais, l'armée reste la colonne vertébrale de la nation. Même si tout s'effrite, même si tout s'effondre, l'armée doit pouvoir rester debout. Et pour que l'armée reste debout, il faut bien qu'il y ait la solidarité entre ses membres. Dans les jours à venir, l'armée ivoirienne aura, selon le chef d'état-major général des armées, des défis à relever. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont été créées le 27 juillet 1960. Donc nous fêterons notre anniversaire. Nous avons 59 ans cette année, le 27 juillet, la fête des armées. Ensuite, la fête de l'indépendance et le renforcement de la sécurité sur nos frontières nord, la réorganisation du dispositif de sécurisation à nos frontières nord. Nous prenons nos mesures, nous prenons des mesures d'anticipation de sorte à pouvoir réagir au cas où, sinon à interdire l'utilisation de nos territoires. Après son échange avec les soldats, le général Lassina Doumbia a visité le centre polyvalent général de corps d'armée Philippe Mangou rénové. Un auditorium fort de 240 places avec toutes les commodités requises. Et le nouvel ordinaire du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, construit, bâti sur une superficie de 852 mètres, comprenant une capacité maximale de 300 personnes et équipé de matériel de restauration et de cuisson neuf. La rénovation de l'auditorium et la construction de l'ordinaire s'inscrivent dans le programme de réhabilitation et de construction d'infrastructures au sein de plusieurs casernes des forces armées de Côte d'Ivoire. Après le plateau d'Abidjan, le chef d'état-major général des armées se rendra dans les casernes de l'intérieur du pays. Un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à l'abattoir de Port-Boué. Pas de perte en vie humaine, des dégâts matériels enregistrés, mais pas d'incidence sur le circuit normal d'abattage. Les marchés sont normalement approvisionnés en viande. Salima Toudia. Des box entiers, des réfrigérateurs, des balances calcinées. Voilà ce qui reste de l'incendie survenu dans la nuit du lundi à mardi à l'abattoir de Port-Boué. Pas de perte en vie humaine. L'incendie a touché une dizaine de box des bouchers détaillants. Nous, on nous a appelé à 21h, on est arrivé à 22h moins. On avait entre le numéro 51, 52. Il y avait déjà l'incendie là-bas. Donc on ne pouvait pas approcher là, il y avait plus de fumée. On ne pouvait pas approcher. Ils ont appelé les pompiers, ils sont venus apparaître. Mais les pompiers ne pouvaient pas éteindre le feu parce que les bâtiments étaient fermés. Donc on a envoyé des jeunes pour envoyer des haches pour pouvoir casser les serrures là, pour que les pompiers puissent éteindre l'incendie. Les bouchers rassurent toutefois de la poursuite des activités. La viande est vendue normalement, il n'y a pas eu de problème. La salle d'abattage a travaillé normalement. Les collègues qui ne sont pas touchés, ils sont à travailler normalement. Ils ont reçu la visite d'une délégation du district autonome d'Abidjan, venue apporter le soutien du ministre-gouverneur. Nous allons apporter notre soutien, que vient de décider le ministre-gouverneur, à tous ceux qui ont connu ce sinistre-là, pour que rapidement ils puissent reprendre les activités. Nous voudrons ici, au nom du gouverneur, rassurer toute la population du district d'Abidjan que l'abattoir de Port-Boué est fonctionnel. Il y a eu l'abattage normal et le marché approvisionné comme il se doit. Les autorités entendent prendre davantage de dispositions une fois l'origine de l'incendie connue. La Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire élève au rang d'ambassadeur pour la paix 16 nouvelles personnalités. Elles ont désormais la charge de prôner la paix et la cohésion sociale où qu'elles se trouvent. Stéphane Loboué et Serge Coléa. 16 personnalités issues de divers secteurs d'activité élevées au rang d'ambassadeurs de la paix. Ces personnalités ont été distinguées par la Fédération pour la paix universelle. L'initiative est du Conseil de paix de Cocody. L'objectif, c'est de sensibiliser les habitants de Cocody et de toute la Côte d'Ivoire sur l'exigence de paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. Un ambassadeur de paix, sa première mission, c'est d'abord aimer sa propre famille, aimer son village, aimer sa région, aimer son pays et aimer son prochain. C'est lui qui doit être le premier à éteindre le feu s'il y a un foyer de feu quelque part. La Fédération pour la paix universelle de Côte d'Ivoire, à travers ses 5 principes de paix, fait la promotion de la cohésion sociale, de la paix et du développement.
Lorsque on vous appelle au téléphone et qu'on vous dit « Monsieur Abonois, ça fait longtemps qu'on vous suit, vous méritez donc le titre d'ambassadeur de paix pour donc s'aimer la paix entre les communautés dans ce pays ». Vraiment, c'est une joie immense et nous sommes fiers et c'est en même temps un défi. Parce qu'il faut passer d'abord par la réconciliation, passer aussi par les activités des jeunes, voilà, comment les aider pour que aussi l'évolution aussi, le développement de notre village, de notre cité surtout, soit au beau fixe. La Fédération pour la paix universelle la Côte d'Ivoire, par ses actions, entend apporter sa contribution au bien-être de la société. Elle compte plus de 4000 ambassadeurs. La culture de la paix et de la cohésion, il en a également été question à Djebonoa, zone centre de la Côte d'Ivoire, et à Dzopé, dans le sud du pays. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, y est en tournée de sensibilisation. Léon Bro. 120 présidents de jeunes et d'organisations féminines, 44 chefs de villages Ngué, Mounia et Gbadaou, avec à leur tête le chef du canton Sa, à l'écoute du ministre Amédée Kouakou. L'actualité politique nationale et notamment la discorde entre le PDCI-RDA et le RHDP expliquée, tout comme la vision du fondateur de ce parti, le président Alassane Ouattara. Reconstituer l'unité ivoirienne pour faire revivre aux populations l'ère Oufoué-Boigny, marquée par la cohésion, le vivre ensemble, la paix et le développement. Le RHDP, c'est le regroupement de l'ensemble des enfants d'Oufoué-Boigny. Vous voyez, quand vous positionnez les élus RHDP sur une carte de la Côte d'Ivoire, vous en trouvez partout, au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Ça veut dire que c'est un parti qui a une représentation nationale. Et c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que le président Oufoué-Boigny a toujours souhaité. Le président Alassane Ouattara, dans sa volonté d'aider le peuple ivoirien, a conçu donc ce programme social du gouvernement. Dans le programme social, il y a le volet santé, il y a le volet route, il y a le volet école, il y a le volet eau potable. Tout ça, c'est pour le bien-être des populations, notamment les populations les plus défavorisées. Amédée Kouakou d'indiquer la paix comme un préalable à ce développement appelle au désarmement du discours politique. Même message à Dzopé et à Koupé, face respectivement à la communauté baoulée, les cadres et chefs coutumiers du canton Queutin. Partout, le messager du RHDP a été entendu. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes d'accord pour tout ce que le ministre est venu nous annoncer. Nous disons merci au ministre Amédée qui nous a instruits sur les bienfaits, les bien fondés du RHDP. Et nous accordons avec lui, nous le soutenons dans toutes ses œuvres, qui prospère dans ses œuvres. Aussi évoqué à Adzopé et à Koupé, la contribution des communautés halogènes au développement de la ME, leur région d'accueil. En marge de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Bafing, le président du Conseil s'est félicité des projets de développement déjà réalisés et encore en cours de réalisation dans sa région, cela grâce au programme du gouvernement ivoirien et au chef de l'État, Abou Sanogo. Magnifier notre président Alassane Ouattara et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Leur réaffirmer notre indéfectible attachement est nécessaire. Ces propos sont de l'ancien ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, par ailleurs président du Conseil régional du Bafing. Il invite les populations à soutenir les actions du président de la République et de son gouvernement, rappelant les avancées enregistrées ces dernières années dans plusieurs secteurs d'activité. Raison de plus pour le président du Conseil régional du Bafing d'appeler ses parents et les militants du RHDP à rester toujours fidèles et loyaux au président Alassane Ouattara et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je rends hommage au président de la République. Moi je suis alassaniste, je l'ai été hier, je le suis aujourd'hui, je le serai demain. Nous devons reconnaître les avancées claires sur tous les plans. Le plan économique, social, sécuritaire. À ses parents et militants venus l'écouter à cette cérémonie d'hommage, Mamadou Sanogo leur a demandé de prôner partout dans les départements, villages et zones reculées la paix et le vivre ensemble. Nous avons beaucoup d'ambition pour notre région. Au niveau même de l'agriculture, nous ferons en sorte que les paysans voient leurs efforts révalorisés. Au niveau du social, nous venons de remettre 10 millions pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Mais très rapidement, nous irons à 50 millions.
Cette rencontre s'est tenue à l'occasion de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Bafing. Il a été marqué par la pose de la première pierre du futur siège du Conseil régional et l'inauguration du siège provisoire du dit Conseil. Un nouveau parti politique fait son entrée sur la scène politique ivoirienne. Le Parti pour la République et la démocratie se veut centriste et entend réunir tous les Ivoiriens autour d'un idéal de paix et rigoré. L'espace politique de la Côte d'Ivoire s'agrandit avec la rentrée d'un nouveau parti politique dénommé Pour la République et la démocratie, PRD. Il a pour devise Union, justice et travail. Le PRD entend s'impliquer pour la paix en Côte d'Ivoire. Le civisme occupe une place très importante dans la place de notre nation et par ricochet des partis politiques dont nous avons la lourde responsabilité de gérer. Nous avons connu des conflits dont vous avez encore les stigmates. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de se réparer, mais la gangrène est là. Ce qui doit nous habiter, ce doit être la sagesse. Les militants venus à cette rentrée politique écouter leur leader se disent satisfaits. Nous savons un peu ce que nous avons vécu, la haine qui se trouve dans le cœur de chaque Ivoirien, dont le parti veut prôner la paix, pour ne pas qu'on pense encore au passé, mais que nos regards soient tournés vers l'avenir. Pour la République et la démocratie a été créé le 22 janvier 2019. Son siège est situé dans la commune de Cocody. Et on se rend à Hong Kong pour boucler ce journal. Après les manifestations d'hier lors du 22e anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine, des manifestants ont saccagé le Parlement. Plus de dialogue entre militants pro-démocratie et gouvernement. Les revendications portent sur la loi d'extradition qui mettait les Hongkongais à la merci de la justice chinoise. Un texte qui n'a pas été abrogé, qui va expirer d'ici juillet 2020. Pour la dirigeante hongkongaise, sous-entend que la suspension de ce texte législatif est une main tendue aux manifestants. Et voilà, vous pouvez retrouver ce journal et toutes nos éditions sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous et à demain.